essentiellement, il y a aussi de plus en plus de retraités, c'est ce que vous pouvez voir, de plus en plus de retraités ouvriers, par exemple, qui sont là. Donc les classes populaires sont toujours présentes en Île-de-France, mais elles sont vieillissantes. Cartographie de cet ensemble, c'est ce que vous propose cette typologie à l'iris qui est là difficilement lisible. Cette typologie, elle fait bien ressortir la spécificité de Paris. C'est le premier élément sur lequel je veux insister. On a d'un côté, à l'ouest de Paris, un type bourgeois. Les beaux quartiers traditionnels, ce profil s'étend vers l'ouest de la métropole est marqué par une surreprésentation des cartes du privé, des professions intermédiaires, des chefs d'entreprise. Tout le reste de Paris ressort dans la même couleur, il y a un violet sur cette carte, et ce violet, qu'est-ce que c'est? C'est une classe marquée par les professions intellectuelles supérieures, en particulier les professions culturelles et les étudiants. Donc dans un ancien Est parisien qui était auparavant populaire. Cet espace que vous avez ici, qui aujourd'hui ce sont les espaces les plus étudiés en géographie sociale, parmi les plus étudiés aujourd'hui en géographie sociale à Paris pour les questions de gentrification. Donc on retrouve ce profil-là à Lille, au Lilas, pardon, à Montreuil, mais aussi dans certains iris de Fontenay-sous-Bois, dont va en parler Armelle plus spécifiquement tout à l'heure. Donc on a un profil parisien très marqué, avec une opposition entre bourgeois et plus gentrifieurs et étudiants. Et d'autre part, dans notre Est francilien, on a l'apparition des classes populaires qui sont de moins en moins présentes en tant que quartiers très marqués. On les retrouve, ce sont les quelques iris que vous avez en rouge dans cet Est parisien. Qu'est-ce que c'est ces iris? Ce sont des iris marqués par des ouvriers non qualifiés, des inactifs. Et ce type de population-là, ils correspondent souvent à des quartiers d'habitat dégradés, aux grands ensembles qui ont été évoqués tout à l'heure, on y reviendra. Cependant, cette carte montre bien une juxtaposition de profils populaires, moyens, supérieurs dans une même commune. Montreuil, très grande commune du sud de la Seine-Saint-Denis, est marquée, et aujourd'hui une commune très hétérogène quand on regarde ces catégories sociales, avec une opposition entre le bas Montreuil et le haut Montreuil. Fontenay-sous-Bois, on voit apparaître dans cette commune aussi des quartiers aisés le long près du bois, et justement, et on voit apparaître des quartiers populaires qui font même l'actualité à Fontenay-sous-Bois, donc structurés autour de grands ensembles. Noisy-le-Grand, même fonctionnement, un embourgeoisement une fois moins avancé autour de la gare, autour du centre ancien de Noisy-le-Grand, en périphérie, autour des grands ensembles, en particulier du Pavé Neuf, un espace qui est aujourd'hui marqué comme très populaire. Si on s'éloigne un petit peu de Noisy-le-Grand, ici, si on s'éloigne un petit peu vers l'est de l'est francilien, et en particulier les secteurs de la ville nouvelle, là donc ville nouvelle qui a été divisée en secteurs, ici vous avez le secteur 2, ici le secteur 3 et ici le secteur 4, on peut voir que ces profils sont des profils moyens, ça va un peu rien dire pour le profil parisien, mais c'est des profils marqués par des professions intermédiaires, des ingénieurs et des cadres du privé, donc ce ne sont pas des profils de classe supérieure, excepté dans quelques communes comme dans quelques quartiers comme à Bussy-Saint-Georges. En périphérie, on retrouve des pôles plus aisés, autour d'Ozoir-la-Ferrière en particulier, ou autour de Guermantes, ce depuis longtemps. Donc pour expliquer cette géographie sociale des quartiers parisiens, on a mobilisé une enquête que va vous présenter Armelle, et on a aussi mobilisé une étude des dynamiques résidentielles. On s'est intéressé aux dynamiques résidentielles pour un petit peu voir qui est arrivé dans ces espaces. On les présente souvent comme des espaces de relégation, comme des espaces, je parle des quartiers populaires ici, comme des espaces dans lesquels il y avait peu d'attractions. Donc on a interrogé ça avec deux exemples, Fontenay-sous-Bois et Céris. Fontenay-sous-Bois, si on regarde de facto les chiffres de l'INSEE, entre 2003 et 2008, il n'y a pas beaucoup de modifications, de grandes dynamiques de population. Il y a un peu plus de 50 000 habitants en 1999, 52 000 habitants en 2008, ça fait 3% de hausse de la population. Il y a une relative stabilité démographique, mais cette stabilité démographique, elle masque des changements, il n'y a pas d'effet de fuite, c'est ça que je voulais dire, à cette échelle, malgré une très forte médiatisation négative, on a au contraire des populations qui arrivent, et cette carte vous montre que les populations qui arrivent aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois sont des populations qui viennent essentiellement d'Île-de-France, pour les trois quarts d'entre eux, et de la petite couronne avec des communes comme Montreuil, Vincennes ou les gros arrondissements parisiens. On a un rayon resserré autour du centre de la métropole parisienne. Les nouveaux habitants de Fontenay-sous-Bois habitaient déjà
dans cet est francilien, plutôt en petite couronne. Et il y a un effet des gros pôles, après les gros arrondissements parisiens, en voyant plus d'habitants dans ces communes-là. En termes de catégories socio-professionnelles, et là c'est assez intéressant pour saisir le changement social, les nouveaux arrivants n'ont pas le même profil que les anciens résidents. Les nouveaux arrivants de Fontenay-sous-Bois sont plus marqués par les catégories cadres, professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires. Donc la question qu'on s'est posée ici, c'est est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un front de renversement dans cette commune? Est-ce que finalement c'est une de ces communes jonction qui est anciennement populaire et aujourd'hui deviendrait un petit peu l'avant-poste de la gentrification? C'est une question qu'on a essayé d'aborder par le biais de notre enquête. Deuxième terrain, plus éloigné, celui-ci, le terrain de Céris. Céris, c'est la commune où se situe le parc Disneyland, pour ceux qui ne connaissent pas. Céris a connu une très forte, ce qu'on pourrait qualifier une explosion démographique avec l'arrivée du parc. Pourquoi? Parce que Céris, un peu plus de 2000 habitants en 1999, recensement 2008, plus de 7000 habitants, plus de 200%. Donc on a une très forte urbanisation de cet espace. Si on regarde d'où vient la population de Céris, même principe, on peut voir que, contrairement à ce que disent les élus et à ce que porte Disney, c'est essentiellement une population de proximité qui vient à Céris. C'est la ville qui se veut le chantre des classes supérieures et qui est capable d'internationaliser ses employés, etc. Aujourd'hui, on voit que Céris, non, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient essentiellement dans les données INSEE? Des professions intermédiaires qui viennent travailler dans le parc, dans tout ce qui est restauration, bazarière, tout ce qui est en contact avec le public, etc. Pas tant des cadres. Donc, c'est ce que vous montre cette carte avec des professions intermédiaires et des employés. Je vais vous passer la parole à Armelle qui va maintenant présenter ces deux terrains de manière plus à l'échelle individuelle. Merci. Alors, donc, dernier point, on va essayer de croiser les approches et voir à partir de notre enquête eh bien, comment on peut dresser en fait des photos de certaines communes. Et je vais faire évidemment des zooms sur ces fameux grands ensembles, en tout cas ceux qui sont considérés comme des banlieues dans cet est parisien. Alors, pour préciser, on a mené cette enquête à Best dans 16 communes. En tout cas, on a choisi 16 terrains différents. Et en s'appuyant sur la carte qu'a montré tout à l'heure Mathieu, c'est-à-dire où on avait différencié par catégorie sociale, logement, morphologie urbaine, de façon à avoir eh bien, des terrains tout à fait différents. Donc on a eu, comme l'a montré, on a enquêté donc à Montreuil et dans le 20e pour avoir le type dit parisien. On a enquêté dans des banlieues dites aisées comme à Saint-Maur, qu'a évoqué tout à l'heure, ou à Bussy-Saint-Georges. On a fait des enquêtes également dans les banlieues très populaires, dont je vais reparler, notamment au Pavé Neuf à Noisy, des banlieues dites populaires, donc à Fontenay-sous-Bois et au Laris, dont je vais reparler, et puis du type moyen, donc ici avec du petit pavillonnaire ou de l'habitat collectif, et enfin du rural périurbain, avec là de l'habitat pavillonnaire, donc sur les franges urbaines de l'Île-de-France. Alors voilà, l'idée c'était de comparer justement donc, 3 zones qui appartiennent à 3 types pour voir justement quelles étaient les frontières entre ces différents espaces. Alors je vous ai dit que j'ai choisi le type banlieue très populaire, le Pavé Neuf de Noisy-le-Grand. Ce Pavé Neuf, il est assez connu pour sa forme architecturale, puisque c'est l'architecte Nunez qui l'a conçu, et c'est ce qu'on appelle dans, on va dire localement, les camemberts. Donc les camemberts réputés comme les camemberts sacrins. Voilà. L'autre type qu'on a choisi, c'est justement la banlieue populaire, les Laris, Fontenay-sous-Bois. Alors voilà l'image des Laris, sachant qu'on a enquêté dans les tours, mais également aussi dans les petits collectifs autour, ce qui donc voilà, change un petit peu la perception. Les Laris, connus pour, il y a une dizaine d'années, avoir fait l'actualité pour les tournantes dans les caves de ces immeubles-là. Et puis on s'est dit, peut-être qu'il faut aller voir aussi dans le type moyen, finalement, est-ce que c'est si différent que ça? Donc on a été enquêté au Val d'Europe, qui a été présenté tout de suite, c'est-à-dire à Céris. Et à Céris, on a choisi 2 quartiers très différents, celui autour de la gare et du centre commercial du Val d'Europe, donc vraiment dans l'oreille du parc d'attractions de Disneyland. Et puis les petits pavillons juste en dessous. Alors qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, sans grande surprise, voilà les images de Céris, donc avec toute une publicité là dans le métro pour l'accès à la propriété. Qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, tout d'abord que le Pavé Neuf et les Laris, c'est-à-dire le banlieue très populaire et banlieue populaire, eh bien, évidemment, se
recoupe sur certains points et catégories sociales des habitants. Vous le voyez, des gens qui sont des habitants locataires du secteur social, dans des appartements autour de 75 mètres carrés, couple avec enfants, très peu sont motorisés, hein, donc ça c'est un trait important dans l'Est parisien, et puis donc une forte population d'origine étrangère. Et moi ce qui m'intéresse c'est ce troisième volet de notre enquête qui portait sur l'ancrage au quartier et l'appropriation. Donc il y avait contrairement à toute attente, eh bien, les gens se disent satisfaits d'habiter dans ces quartiers, hein, une trentaine d'enquêtes menées. Et quand on leur demande de qualifier le quartier, ils disent c'est un quartier populaire mais convivial, on se connaît, les voisins sont devenus des amis, c'est agréable à vivre, il y a des espaces verts, il fait bon vivre ici, on y est bien. Alors voilà, là c'était un petit peu au-delà de ce qu'on attendait. Et quand on leur a demandé comment est-ce qu'ils qualifiaient leur quartier, ils disaient, et là c'est intéressant de voir combien les médias affectent la vision de ces gens, puisqu'ils nous répondaient, nous on n'a pas l'impression que c'est un quartier particulier, mais les médias ils disent oui. Ils disent, ça doit en être un vu comment les médias en parlent, sinon non. Et ils disent, de l'extérieur on considère que oui, je cite, hein, c'est un quartier particulier, mais pas dans les Larisses. Moi en tout cas j'essaie de ne pas faire la différence. Et en même temps, quand on leur demandait quel quartier c'est, ils nous disaient, on est dans la ZUP de Fontenay, on est dans la cité, mais il y a tout, c'est parfait. Ou encore, et c'est là où on voit l'attente de normalisation de ces gens qui disent c'est comme tous les quartiers, c'est calme, ou c'est une cité comme les autres. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant comme témoignage de cette volonté de normaliser ces quartiers. Alors eux, ce qu'ils réclament, c'est plus de mixité sociale, en disant il faudrait qu'il y ait des classes plus aisées qui viennent chez nous. On leur a posé des questions sur les politiques de réhabilitation et de façon très intéressante, les gens sont bien informés. Notamment sur la politique de l'ANRU, et ils disent que c'est de la cache-misère, faire de l'esthétique, de la poudre aux yeux, je cite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font la distinction entre la politique municipale, dont ils se disent satisfaits, notamment au Laris, parce qu'il y a un maire communiste, qui est très apprécié de ses élus, et donc ils distinguent vraiment la police municipale qui est bien, de la politique nationale de l'ANRU, qui le juge justement pas adéquate. Et d'ailleurs, quasiment tous connaissent le nom du maire. Alors, donc à Séris, dernier point, on s'est dit, voilà, on est dans un univers propé, hein, on vous l'a montré tout à l'heure, c'est joli, esthétiquement, c'est joli, disons que c'est propre, architecturalement parlant, il y a la charte Disney qui impose une certaine homogénéité de l'espace, et finalement, quand on a enquêté dans deux quartiers dits de type moyen, on se rend compte que c'est des individus tout à fait différents. Près de la gare et donc près du parc Disney, finalement, on a des gens en situation d'une grande précarité. Ce sont des intérimaires de chez Disney, des gens qui sont là de passage, qui disent ne pas connaître, ne pas du tout être attachés au quartier, avoir une relative distance, et surtout très opposés aux gens des quartiers juste à côté pavillonnaires, qui eux sont plutôt des foyers importants, en tout cas des grosses maisons de 5 pièces, motorisées, de voitures à ménage. Donc des profils sociologiques tout à fait intéressants. Et donc, ce qui m'amène à dire que finalement, on voit que dans ce quartier de Séris, là, même s'il y a cette homogénéité architecturale, finalement il y a une très grande hétérogénéité. D'ailleurs, si j'ai comparé les revenus moyens de ces 4 quartiers, donc les pavés neufs, on est à 2500 € de revenus moyens par ménage, sachant qu'il y a une bonne partie d'aide sociale, mais peu finalement de chômage, hein, j'ai vérifié. Au Laris, on est à 2400 €. À Séris, au Val d'Europe, on est à 2000 €. Alors c'est lié, hein, comme je vous disais, vraiment au contrat précaire de Disney. Et alors que dans le quartier pavillonnaire, on est à 4800 € par mois, par ménage. Ce qui montre bien finalement l'hétérogénéité de cet Est parisien. Et pour conclure, ce sera donc le mot de la fin. Finalement, on voit bien qu'il y a des frontières floues entre ce type banlieue très populaire, moyen, que finalement la précarité, elle existe de façon très diffuse, sous forme de poche dans cet Est parisien, et pas seulement justement dans le quartier des banlieues, et c'est ça qui devient intéressant. En tout cas, ce qui ressort de notre enquête, c'est qu'on est dans des espaces de plus en plus hermétiques, ségrégés, avec un repli dans tous les sens du terme, et j'en veux pour preuve, on a eu énormément de mal à faire notre enquête, c'est-à-dire à envoyer nos étudiants enquêter, et alors bizarrement, eh bien, c'est pas du tout au pavé neuf, on s'attendait à ce qu'il y aurait des problèmes pour répondre, donc alors nous on avait bien prévu, on avait bien coaché nos enquêteurs. Non, au pavé neuf, les gens ont répondu, au Laris, les gens ont répondu, parce qu'ils sont habitués à répondre avec cette politique notamment, et les programmes de l'ANRU, à répondre sans cesse à des questionnaires. En revanche, où les gens ne répondent pas, eh bien c'est dans le quartier pavillonnaire où ils répondent à l'interphone, ils disent on n'est pas là.
Ou eh bien même dans ces espaces voilà, des appartements collectifs autour de la gare de Val-d'Europe, même si les gens sont en situation de précarité, eh bien voilà, comme c'est des résidences dites de haut standing, alors même que les gens qui y vivent ne le sont pas forcément, eh bien il y a 3 sas, vous voyez, même ici, c'est même un effet, un jeu de lumière qui donne l'impression qu'il y a 3 portes alors qu'il y en a que 2. Voilà, donc finalement notre enquête reflète toutes les conditions d'enquête reflètent aussi l'hétérogénéité de cet espace. Merci.